Bonjour à tous et bienvenue à chacun. On est vraiment ravis de vous accueillir sur cette deuxième rencontre joyeuse que nous organisons dans le cadre de la grande semaine de la joie. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour du challenge avec une nouvelle étape qui commence. Et on sait que chacun d'entre vous, vous donnez le meilleur de vous-même avec votre entreprise, vos collègues et tous les collaborateurs. Donc un grand merci et félicitations à vous pour toute cette belle participation. Donc, je suis Laetitia Després, je travaille pour le fonds de dotation Émeraude Solidaire, qui est l'actionnaire unique de Café Joyeux. Et je suis avec Marie. Marie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Marie, je travaille à la communication de Café Joyeux sur la partie digitale, donc je suis social media manager et aussi je gère toute la partie photographie de Café Joyeux. Merci Marie. Et donc Marie et moi, nous sommes en direct de Paris et nous avons la chance d'avoir un invité aujourd'hui avec nous, qui est le skipper de course au large Nicolas Desté, qui est en duplex depuis la Bretagne. Bonjour Nicolas. Hello Nico. Bonjour Laetitia, salut Marie. Est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends très bien. Un grand merci Nicolas d'être avec nous aujourd'hui. Nicolas, tu as un lien fort avec Café Joyeux et nous on trouve que tu as un parcours qui est très inspirant et c'était presque évident pour nous de te proposer de participer à cette rencontre aujourd'hui autour du thème du dépassement de soi. Donc un grand merci pour ton intervention. Et sans plus attendre, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter. Bien sûr, merci Laetitia. Donc je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans, je suis skipper, je suis navigateur, coureur au large, je fais des courses au large. J'ai participé par exemple à la dernière Route du Rhum aux couleurs de Café Joyeux. On voit des belles photos de bateaux derrière vous, il y en a une, c'est mon bateau. Mais j'ai pas toujours fait ça dans ma vie. Moi, jusqu'à il y a 2 ans, je travaillais en conseil en stratégie à Paris et j'ai décidé vraiment de faire un virement de bord il y a 2 ans pour faire de ma passion mon métier. Et c'est à cette occasion que j'ai lancé le projet de faire la Route du Rhum l'année dernière. Et on poursuit du coup l'aventure avec un bateau Café Joyeux pour les années qui viennent. Un grand merci. Alors, Merci à vous. effectivement, tu parlais de ton bateau Café Joyeux. C'est ce qu'on appelle un bateau à mission. Donc, c'est une particularité de ton bateau. Donc, je voudrais en dire quelques mots. La particularité des bateaux à mission, c'est que les partenaires ne sont pas des sponsors comme habituellement dans le sport, mais ce sont des mécènes qui financent ton bateau et qui ont moins de visibilité que des sponsors traditionnels. Donc c'est un vrai engagement de la part des entreprises, puisqu'elles financent le bateau sans bénéficier de grande visibilité derrière. Et pour Café Joyeux, pour nous, c'est une très belle opportunité de visibilité pour parler tout au long de tes courses de l'inclusion professionnelle du handicap. Et c'est également l'occasion de parler de notre gamme de café et de thé, puisque l'un des objectifs, c'est aussi de booster les ventes et de pouvoir soutenir l'emploi et la formation des équipiers joyeux, qui sont les personnes en situation de handicap mental et cognitif qui travaillent dans les cafés-restaurants Café Joyeux. Voilà pour la particularité de son bateau. Exactement. Ouais. J'en profite du coup pour remercier. Enfin, c'est vraiment une particularité effectivement. Les bateaux de course au large, ça a beaucoup été du sponsoring depuis les débuts de la course au large en France. Et il y a eu une vraie transition ces dernières années. Et Café Joyeux a été un des premiers bateaux à mission. Et comme tu dis, en fait, le principe, c'est qu'on passe d'un un schéma de sponsoring à un schéma de mécénat. Et c'est vraiment un don de la part des entreprises qui financent le bateau, un don pour Émeraude Solidaire et pour Café Joyeux. Et donc j'en profite pour les remercier le Fonds du Bien Commun qui nous avait financé le bateau sur la Route du Rhum l'année dernière, et Accor et le groupe hôtelier et Fibus, qui fait de la facturage en France, de nous offrir du coup le bateau à partir de cette année. Donc merci à eux, ça valait le coup d'être quand même ici. Ok, merci Nicolas. Alors Marie, je te laisse la main. Ok. Du coup Nico, j'ai une question. Tout à l'heure tu disais que tu as changé de vie. Tu voulais faire de ta passion ton métier. Et est-ce que tu avais d'autres motivations qui t'ont poussé à quitter ton travail dans le conseil pour un métier d'aventure? Raconte-nous un petit peu tout ça. Ouais, moi c'est vraiment enfin devenir skipper, devenir navigateur, c'est un rêve que j'ai depuis toujours. Moi je me souviens très bien en l'an 2000, tout début d'année 2001,
j'ai vécu en direct l'arrivée d'Ellen MacArthur sur le Vendée Globe. À l'époque, j'avais la chance d'habiter en Angleterre, donc j'ai vu ça à la télé nationale, l'arrivée d'Ellen MacArthur, qui est arrivée deuxième du coup du Vendée Globe cette année-là. Vendée Globe Tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Et ce jour-là, j'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis mis en tête que c'est ça que je voulais faire dans ma vie. Et donc en fait, cette transition qui s'est opérée il y a 2 ans, c'est un rêve qui m'habite depuis beaucoup plus longtemps, et que j'ai mûri en fait progressivement jusqu'à vraiment opérer ce gros changement il y a 2 ans, mais qui était en fait la conséquence de plein de choix ou le résultat d'une passion qui m'habitait depuis de nombreuses années. Donc ce qui m'a fait franchir le pas finalement, c'est je me suis dit j'ai pas encore la chance d'avoir des enfants, pas beaucoup de charges, j'ai 30 ans, j'ai réussi à me construire les filets de sécurité qui font que si jamais ça finit par pas marcher, parce que c'est pas des choix de carrière hyper faciles, j'arriverai à retomber sur mes pieds. Et donc c'est le moment, et j'ai poussé la barre et je suis parti à l'Ouest faire du coup ce nouveau métier. Mais c'est pas du tout quelque chose qui m'a pris sur le tard, ou que j'ai décidé dans l'instant pendant le Covid. C'est vraiment quelque chose, c'était une suite logique pour moi. À la fin de mes études, j'avais pris 2 ans, 1 an et demi de parenthèse pour faire une première traversée de l'Atlantique en solitaire. À l'époque, j'avais 22 ans et j'ai même loupé ma cérémonie de remise de diplôme pour participer à ma première course en 2015. Et en fait, j'ai fait cette première traversée de l'Atlantique qui s'appelle la Mini Transat, donc traversée de l'Atlantique tout seul sur des tout petits bateaux de 6,50 m sans assistance. Et à la suite de cette, ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça confirme que c'est une passion que je me vois bien. J'ai envie de faire ça de ma vie. C'est encore un peu tôt, donc je suis allé travailler effectivement à Paris il y a quelques années pour ensuite revenir plus tard. Mais donc, pour répondre à ta question, c'est pas du tout un choix ponctuel sur un coup de tête. C'est vraiment un long chemin, quoi. Et c'est juste la dernière manœuvre dans mon parcours nautique, en tout cas. Et puis, t'as passé le cap, quoi, comme on dit. Exactement. J'ai eu la chance de faire du coup la Route du Rhum l'année dernière. Donc Route du Rhum, traversée de l'Atlantique. On fait pas encore des tours du monde, mais l'Atlantique, Saint-Malo, Guadeloupe, sans escale, sans assistance, en solitaire, sur le joli bateau dont vous montriez les photos tout à l'heure. Et donc c'est une course qui m'a pris 17 ou 18 jours en novembre dernier. Et je suis arrivé en un morceau, le bateau aussi. Voilà, on a fait ce qu'on a pu. J'ai réussi à finir 15e de la course sur une grosse cinquantaine de concurrents. Donc très content d'avoir fini, parce que c'était pas le cas de tout le monde. Et la course a été très difficile. Voilà, donc, Justement, sur cette course, effectivement, nous on a pu la suivre depuis la terre ferme. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était une course avec des conditions qui étaient très difficiles. Il y a eu des abandons, il y a eu pas mal de casses. Est-ce que tu pourrais nous dire sur cette course ce qui a été le plus grand défi pour toi, et s'il y a eu des moments où tu t'es dépassé, justement, où tu t'es senti te dépasser? T'as raison quand tu dis que c'était une course extraordinairement difficile. Moi, les courses en solitaire que j'avais faites avant, c'était des traversées de l'Atlantique sur, comme je disais, des bateaux de 6,50 m. Et là, le bateau était 2 fois plus grand. Donc, je me suis dit, les vagues font la même taille. Le bateau est 2 fois plus grand, ça risque d'être plus facile à terminer. Alors, pas forcément pour faire un bon classement, mais terminer la course, moi, je pensais que ça allait être plus facile. Et en fait, c'était l'inverse. On a vraiment eu une première semaine contre le vent et les vagues. On a traversé 3-4 tempêtes successives, des fronts froids qui nous sont passés dessus, avec des vents très violents. On a eu en rafale, en vent moyen, on a eu jusqu'à 35 nœuds, ce qui fait du 65-70 km/h, plus au plus fort des tempêtes, avec des vagues de 5-6 mètres, parfois plus, de face. Et ça, pendant une semaine, c'est en fait, le faire une journée, ça le fait. Le faire 2-3 jours, on arrive à tenir. Mais le 6 ou 7e jour, en fait, on n'en peut plus. Et quand tu parles de dépassement de soi, c'est vraiment, en fait, on repousse nos limites tous les jours. On va puiser un peu plus loin dans nos ressources.
d'abord physique, parce qu'on part, on est en pleine forme. On a bien dormi avant le départ, on s'est reposé, on s'est préparé. Donc on part, on est les batteries chargées au maximum. Et physiquement, il y a un moment où on arrive au bout de ce que le corps humain s'habitue à tout, mais il y a un moment où on puise quand même plus loin dans les ressources, c'est une sorte de mur, et après ce mur, c'est le mental qui prend le dessus. Et en fait, ce qui fait qu'on arrive à tenir aussi longtemps, c'est pas la résistance physique, c'est surtout la résistance, c'est dans la tête, quoi. Euh, il y a ça, et il y a aussi est-ce que le bateau tient le coup ou pas. Il y a eu un tiers d'abandon sur la course, il y a un tiers des bateaux qui n'ont pas réussi à finir la course parce que les conditions météorologiques étaient trop extrêmes. Donc il y a la limite du bateau et il y a aussi la limite du skipper. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la limite du skipper, c'est pas la limite physique, c'est vraiment la limite mentale. Et le terme de dépassement de soi, c'est voilà, c'est qu'est-ce qui fait qu'on tient 6 heures, 12 heures, une journée de plus, quoi, quand les conditions sont vraiment extrêmes. Justement, j'avais une question, tu parlais de la préparation. Du coup, comment tu te prépares, toi, de ton côté, avant les courses? C'est une bonne question. C'est un sport très très complet. Et en fait, les gens ont parfois du mal à se représenter vraiment toutes les facettes du métier. Il y a une facette très technique, c'est-à-dire la préparation du bateau. En fait, on est dépendant, comme je disais, de l'état et la santé du bateau et de son état de préparation. Donc, il y a toute une phase technique sur le bateau en amont qui met en fait presque 18 mois. La mise à l'eau du bateau, elle a eu lieu un an et demi avant le départ de la Route du Rhum. Et donc pendant cette année et demie, moi j'ai appris à connaître le bateau, à le préparer pour les conditions qu'on allait avoir pendant la course. Donc il y a une partie technique. Ensuite, il y a une partie physique sur le bonhomme. Donc on n'est pas à un niveau de préparation. J'ai pas la prétention de dire qu'on est des sportifs de haut niveau comme on peut l'être en top 14 ou en foot ou sur des préparations de type olympique, parce qu'on n'en est pas encore là dans nos métiers, mais il y a quand même une partie d'endurance. Donc on fait beaucoup de travail sur le gainage du corps pour pouvoir en fait supporter les chocs dans la vie à bord. C'est des bateaux qui sont très violents, qui tapent très fort dans la mer. Et en fait, c'est pas trop une histoire de force, à savoir est-ce qu'on va pouvoir border les voiles quand elles sont gonflées et qu'il y a du vent, parce qu'on a des outils pour y arriver, on a des winches, on a des treuils qui nous permettent d'opérer les voiles quand il y a beaucoup de tension dedans, mais c'est plus en fait de la résistance physique. Et en fait, plus la résistance physique, plus on arrive à développer une résistance physique forte, en fait, plus on retarde le moment où on va devoir puiser dans le mental. Donc en fait, c'est une sorte de carapace. Et plus la carapace elle est dure, plus en fait elle met du temps avant de se consommer et de puiser dans le mental. Et donc ça, c'est aussi, ça se fait dans les mois avant, ça se fait pas en 2 semaines avant la course, évidemment. Et ensuite, dans les derniers jours avant la course, il y a vraiment une phase de repos, de concentration sur soi, sur les phases de départ, sur les villages de départ des grandes courses océaniques comme le Vendée Globe, la Route du Rhum ou la Transat, la Route du Café. En fait, c'est des périodes où on est très sollicité. Pas forcément par les médias parce que je suis pas François Gabard ou Armel Lecléache, mais on a beaucoup de proches qui viennent nous voir, on a quand même des sollicitations de la part des partenaires du projet qui nous financent nos aventures et c'est bien normal d'être à leur service sur ces périodes-là. Mais donc il y a un vrai effort de en fait prendre du temps pour soi, se reposer pour partir les batteries le plus chargées possible. Et ça c'est vraiment important parce que c'est très facile de se laisser consommer en fait par l'énergie de la phase de départ. Et ensuite, dans les dernières heures avant le départ, il y a toute la préparation de la stratégie météo. Parce que dans la performance d'une course au large, il y a est-ce que le bateau va tenir le coup, est-ce que le skipper va tenir le coup, et est-ce qu'on va vite, et surtout est-ce qu'on va au bon endroit. Et donc là, pas question est-ce qu'on va au bon endroit, ça se joue, ça se prépare en tout cas beaucoup dans les dernières heures avant la course. Donc voilà, on a fait quelques facettes du métier, mais c'est vraiment à la fois technique, un travail sur soi, un travail sur le bateau et un travail sur la stratégie de course, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond très bien à ma question, merci Nico. Nicolas, quand tu es en mer, au large, tout seul à bord de ton bateau et qui plus est dans une course où toi ton souhait c'est d'arriver le plus vite possible à destination, il y a forcément des risques. Est-ce que tu peux nous parler des plus gros risques à bord pendant ces courses et comment est-ce que tu les gères ? Ouais, c'est une bonne question. Alors, tu as raison de parler de la notion de risque parce que en fait, moi, je fais un sport mécanique et donc on est en permanence en train de jongler, en train de gérer le risque. Déjà parce qu'il y a le premier curseur en fait, c'est à gérer, c'est est-ce que on peut
on peut puiser très fort dans les ressources du bateau, c'est-à-dire de mettre une grande voile alors qu'il y a beaucoup de vent pour essayer d'aller très très vite. Et ça va marcher jusqu'au moment où la voile va se déchirer, où il y a quelque chose sur le bateau qui va casser parce qu'on est à la limite de ce que le bateau peut faire. Mais en fait, tu es en permanence en train de jouer avec le risque en fait, de casse matérielle, le risque entre la vitesse instantanée et est-ce que tu peux garder cette vitesse longtemps, parce qu'à la fin, il faut quand même arriver de l'autre côté. Donc, effectivement, on est en permanence en train de jongler un peu sur le fil. On adapte en fait la prise de risque au solitaire, c'est-à-dire qu'on navigue pas de la même façon du fait qu'on est tout seul sur le bateau que quand on est en équipage, parce que quand je suis tout seul, s'il y a un problème, il faut que je gère tout seul. Donc on évite que le problème soit trop dur à gérer. C'est quand même des bateaux où donc mon bateau il fait 12 mètres, il fait 4 tonnes et demie, il peut aller jusqu'à la vitesse de pointe que j'ai faite, c'est 25 nœuds. Ce qui fait 45 km/h, ça c'est pas beaucoup sur une route en voiture, mais en bateau c'est tout de suite beaucoup plus impressionnant. Et la plus grande voile à manœuvrer, elle fait 200 mètres carrés. En fait, si cette voile, il y a un problème avec, si elle se déchire, si elle tombe à l'eau, en fait, tout de suite, c'est vraiment des situations compliquées à récupérer. Et je parle même pas des bateaux du Vendée Globe, qui sont des bateaux encore plus grands, avec des centaines de mètres carrés de voile, des bateaux beaucoup plus gros, des efforts beaucoup plus conséquents, où là, la casse matérielle est très difficile, voire parfois impossible à gérer tout seul. Donc, on adapte en fait la gestion du risque au fait qu'on est tout seul. Et en fait, à la fin, il y a un risque sur le bateau, j'en ai parlé, mais le plus gros risque, en fait, c'est le risque de tomber à l'eau. En fait, on peut classer les risques matériels, les risques de blessures, mais en fait, le plus gros risque qui dépasse tous les autres risques, c'est celui de tomber à l'eau. Parce que si je tombe à l'eau et que je suis tout seul, le bateau, en fait, il va, dans le meilleur des cas, le pilote automatique va réussir à arrêter le bateau, mais le bateau va quand même dériver plus vite que ma vitesse où je peux nager. Du coup, je ne pourrais pas remonter à bord. Et dans le pire des cas, le bateau continue tout seul parce que le pilote automatique est programmé pour que le bateau aille se barre tout seul. Donc en fait, le seul risque, un gros risque qui dépasse tous les autres, c'est de tomber à l'eau pas accroché. Donc en fait, dès qu'on va à l'avant du bateau et que les conditions l'exigent, on s'accroche en permanence à bord sur les lignes de vie pour pas tomber à l'eau justement. Et tout le reste en fait est relativement gérable, mais le seul risque, la seule erreur qu'on n'a pas le droit de commettre, c'est vraiment celle-là. Et c'est quelque chose qu'on a toujours en tête nous quand on est au large, tout seul, à fortiori. Ok. Tu évoquais les soucis, les casses qu'il peut y avoir du coup pendant les courses. Dernièrement, tu as fait la Normandie Race. Ouais. Ouais. Mon accent est pas dingue, hein, mais et en fait, à l'arrivée, donc du coup, vous avez dû abandonner. Alors, vous avez fait une super course deuxième. Enfin, tu étais plutôt en tête sur la majorité de ton parcours, enfin de votre parcours, vu que tu n'étais pas tout seul sur le bateau. Tu étais avec Léo. Et du coup, à l'arrivée, tu as fait un post sur tes réseaux où justement tu expliquais que tu étais plutôt satisfait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment on va pas dire le mot échec, mais comment d'une casse, d'un abandon, tu as réussi à en faire une force? Complètement. Moi, j'ai toujours été très bon élève à l'école et en fait, avoir une bonne note ou avoir un bon classement, en fait, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Et en fait, pour la première fois, en fait, sur la course qu'on a faite il y a 2 semaines, la Channel Race, comme tu le disais, avec Léo, une course en double. En fait, on a fait alors, on n'a pas le classement du coup pour le prouver, mais on a fait une super course. On était hyper contents. On a toujours réussi à être aux avant-postes pendant la course, en tout cas pendant les 4 premiers jours de la course. Et comme tu le disais, en fait, sur le retour, on a fait une grande boucle en fait entre la ville de Caen, l'Angleterre, l'Irlande et retour à Caen, en Normandie. Et en fait, sur le retour, on a eu un problème. On a eu un câble qui tenait le mât du bateau qui a cassé. Donc on parlait de risque matériel tout à l'heure, là c'est un bon exemple où juste il y a une casse matérielle, c'est un problème matériel qu'on est en train d'essayer d'expliquer, mais honnêtement aujourd'hui on n'a pas la réponse de pourquoi ça a cassé. Quoi qu'il en soit, en fait la voile qu'on portait est tombée à l'eau. On a réussi à sécuriser le mât pour le garder en l'air, mais on a dû abandonner la course à regret, parce que comme tu le disais, on était en très bonne position. Et en fait, rien que le fait d'avoir réussi à
à prendre en main ce nouveau bateau que j'ai depuis quelques semaines seulement, de le prendre en main, de réussir à faire 4 jours dans le paquet de tête d'une course où le niveau était très très relevé, d'être en très bonne position le 4e jour de course. En fait, c'était les cases qu'on voulait cocher quand on s'est inscrit à la course. On se disait, voilà, c'est une course pour voir ce qu'on vaut avec Léo sur le bateau, se comparer aux autres avant les plus grandes courses, les plus grandes échéances sportives de cette année. Cette année, la grande échéance, c'est la Route du Café, la Transat Jacques Vabre qui partira en octobre. Et en fait, c'était la première course vraiment où on se mesurait aux autres. Et en fait, bah oui, on n'a pas réussi à finir au classement qu'on voulait réaliser. On n'a pas réussi à finir la course, on a dû abandonner, mais néanmoins, c'était une grande satisfaction pour Léo et moi, parce qu'on est très fiers en fait du chemin qu'on a, de notre trace et de la performance qu'on réalisait jusqu'au moment où on a abandonné. Donc voilà, pour une des premières fois dans ma vie où je me satisfais d'une situation où j'ai pas réussi à avoir la note ou le classement au bout, quoi. Mais voilà, on Pas mérite. facile, mais c'est mérité en tout cas. Bravo, bravo. Merci. Nicolas, tu as une grande ambition qui est celle de participer au Vendée Globe 2028 aux couleurs de Café Joyeux. 2028, c'est dans 5 ans. Tu as le temps de t'y préparer et en même temps, c'est un temps long. Donc moi, je serais curieuse de savoir déjà comment tu te prépares à cette course qui n'a pas lieu demain, mais dans quelques temps quand même. Et comment est-ce que tu gères du coup ce temps long de cette préparation ? C'est une bonne question. Alors le Vendée Globe, donc c'est tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Donc là il y a une jolie carte où on voit l'Antarctique. En fait, on part des Sables d'Olonne en Vendée. On part faire le tour de l'Antarctique en laissant le continent à droite et on remonte en France, en Vendée, aux Sables d'Olonne. Et en fait, il n'y a pas plus grand comme terrain de jeu que faire le tour du monde. Il n'y a pas de plus grand terrain de foot ou plus grand. On peut pas faire une course plus longue, à part faire le tour du monde 2 fois, mais il faudrait vraiment être fou. Et en fait, c'est ça qui me fait rêver, moi, depuis que j'ai 9 ans et que j'ai vu l'arrivée d'Hélène Macquart sur la télé. C'est vraiment ce défi-là qui me fait vibrer. C'est ce mélange entre l'aventure, parce que quand on part sur un Vendée Globe, on ne sait pas si on va réussir à le finir. Il y a des montagnes à franchir tous les jours. Et donc là, que le fait de finir en fait le parcours sans s'arrêter est déjà un exploit. Et par-dessus cette couche d'aventure, il y a une couche de compétition où on n'est pas le seul, on n'est pas le ou la seule à partir sur la course. Et à la fin, il faut essayer d'arriver le plus vite possible devant les autres. Et c'est cette partie compétition qui, ajoutée au volet aventure, moi, me fait vraiment vibrer au fond de moi-même. Et donc, on se prépare pas en fait un tour du monde ou une épreuve comme ça du jour au lendemain. Et c'est vraiment des projets qui se montent plusieurs années à l'avance. Pas tant pour le côté prise en main du bateau, le côté sportif, mais aussi pour le côté en fait financier. C'est des projets qui sont très lourds à monter et c'est des gros projets qui coûtent très cher. Donc, il faut rassembler les financements pour pouvoir y participer. Et c'est ça aussi qui prend du temps. Et en fait, ces 4 ans sont autant nécessaires pour la partie bouclage de projet que la partie sportive. Et sur la partie sportive, en fait, on décompose. En fait, quand tu as un grand obstacle à franchir, quand tu as un grand palier à monter, tu le décomposes en fait en paliers plus petits et en fait, tu essaies de faire un escalier. Et tu essaies de construire ton escalier qui va te mener en fait marche par marche au grand palier que tu devais franchir. Et en fait, pour moi, en fait, depuis que j'ai commencé la course au large, quand j'ai fait ma première traversée de l'Atlantique en solitaire à 22 ans sur mon petit bateau de 6,50 m, en fait, ça, c'était ma première marche. Des années après, j'ai fait la même course une deuxième fois pour voir si, une fois que j'avais fini, je voulais voir si je pouvais faire un bon classement. J'ai refait la course, j'ai réussi à faire un bon classement. J'ai terminé 2e en 2019. Donc ça, c'était ma 2e marche. La Route du Rhum, c'était ma 3e marche. J'ai réussi à franchir un cap, partir sur le bateau plus gros, plus compliqué à financer, mais avec plus de visibilité. Et donc voilà, c'est un peu un proof of concept, comme on dit, pour montrer que je suis capable de mener des projets comme ça. Et il y aura une autre marche qui sera à franchir, qui sera le passage dans la catégorie du dessus, parce que les bateaux du Vendée Globe font 18 mètres, le mien il fait que 12 mètres, donc il faut passer la catégorie supérieure, la catégorie IMOCA. J'espère pouvoir le faire dans 2 ans, donc ce sera encore une marche. Et ensuite, il faudra prendre en main ce bateau
pas une mince affaire. Et donc ça, ce sera les marches entre dans 2 ans et dans 5 ans, avec la route du Rhum, d'autres courses transatlantiques en double et en solitaire, jusqu'au grand départ en fait au Sable d'Olonne en 2028. Mais voilà, ça nous emmène très très loin. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui se prépare au jour le jour, et on peut pas se réveiller même 1 an avant le Vendée Globe et se dire je veux faire le prochain Vendée Globe, parce qu'il y a tout un processus de qualification, parce qu'évidemment l'organisation ne laisse pas partir n'importe qui tout seul sur un bateau pour faire le tour du monde. Donc en fait, mécaniquement, on est obligé de se préparer à l'avance. Et voilà, et rien que pour des questions d'abord financières et aussi sportives, quoi. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, le matin, je suis animé par ce rêve qui est de un jour faire le Vendée Globe. Et en fait, ce qui fait que je me lève le matin et que j'ai l'énergie pour en fait me battre pour que mon projet ait lieu et faire avancer mon bateau plus vite, l'améliorer. Ce qui fait que je me lève le matin pour aller faire mon travail, mon nouveau travail, c'est vraiment ce rêve qui j'espère aura lieu en 2028. On est tous avec toi. Ouais. C'est sympa. Carrément. Et alors j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Donc il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Et si jamais il y a des personnes d'entre elles qui aimeraient partir au grand large ou réaliser des rêves, est-ce que tu as des conseils à leur donner, des petits tips? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'il faut rien lâcher, que dans tous les projets qu'on se fixe, il y a forcément des obstacles, il y a des difficultés qu'on ne connaît pas au moment où on se lance dans le projet, parce que si on connaissait toutes les difficultés qu'on allait devoir surmonter en se lançant dans les projets, on les lancerait pas. Donc ne pas se poser trop de questions, trouver en fait le projet qui nous fait vibrer, essayer de se lancer dedans, et vraiment identifier cet escalier. En fait, en se fixant des objectifs raisonnables et atteignables, pour en fait se rendre compte très vite, déjà, si on s'est pas trompé dans le projet qu'on voulait mener. C'est-à-dire que si moi, à ma première marche, en fait, j'avais pas pris de plaisir tout seul en étant tout seul sur mon bateau, que j'avais trouvé ça trop dur, que j'étais trop malade du mal de mer pour faire ça, en fait, j'aurais renoncé à mon grand rêve en disant, en fait, non, ça va pas le faire, mais je l'aurais su très très vite. Et ne pas attendre, en fait, ne pas retarder, en fait, ou faire un escalier trop facile au début pour se retrouver devant une tâche qu'on peut pas accomplir au bout. Donc, moi, je crois vraiment en cette méthode de l'escalier. Et vraiment ne rien lâcher, s'entourer pour pouvoir prendre des conseils des bonnes personnes, et foncer, quoi. Trouver le bon moment aussi pour foncer, parce que moi, j'ai réussi à trouver une parenthèse, un moment dans mon parcours où c'était le bon moment pour franchir le pas. Faut aussi le faire au bon moment. Je l'ai pas fait quand j'avais 22 ans et que je sortais de mes études. J'ai vraiment pris la décision de retarder ce changement pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais pour l'instant, je pense que c'était plutôt rentable de retarder. Donc, trouver le bon moment, trouver le bon escalier et trouver le bon moment pour se lancer, je dirais. Super. Oui, c'est vrai que c'est une question aussi d'opportunité que tu as saisie à un moment, ou en tout cas de chance que tu t'es donnée pour pouvoir accomplir ce rêve que tu avais depuis tout petit. C'est une question aussi de se donner les moyens de réussir ce rêve. Alors oui, il faut te donner les moyens. Oui, je suis aussi conscient que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me lancer aussi dans ce projet-là. Il y a une partie se donner les moyens, il y a aussi une partie, il faut. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, et donc c'est vraiment les deux, quoi. Du coup, ta stratégie, je ne sais pas s'il y a une stratégie des petits pas, mais en tout cas d'escalier, comme tu disais, c'est peut-être mieux. Complètement. Parce que c'est vrai que quand on a un rêve, une grande ambition, ça peut paraître vertigineux aussi. Et du coup, le fait de se fixer ces étapes et d'avancer petit à petit, ça permet vraiment de réaliser petit à petit des choses qui vont nous mener vers ce rêve à réaliser. Exactement. Et c'est aussi autant utile pour les autres que pour soi-même. Parce que moi, dans mes projets bateaux, j'ai besoin en fait de partenaires qui embarquent avec moi dans mes aventures. Et en fait, ça me permet de décomposer en escalier, ça me permet de construire une crédibilité qui me sert ensuite pour les marches d'après. Et en même temps, ça me sert aussi pour moi, parce que ça me permet de me rendre compte très très vite si, dans le cadre de mon projet, si vraiment c'est un truc que je voulais vraiment faire ou si c'est juste un truc dont j'avais rêvé devant la télé quand j'étais petit. On est joyeux. C'est mais un an.
vous Ne avez change rien. Julie Ne qui change est rien, Julie. la responsable des opérations, donc de tous les cafés joyeux. Et, Depuis un an Ça fait aujourd'hui. un an, c'est son joyeux anniversaire aujourd'hui. Ouais. joyeux anniversaire Julie. C'était justement la fin des questions qu'on avait à te poser, donc c'était une belle conclusion d'intervention de Julie. Merci Julie. Non. Ouais, je sais pas si les gens ont Alors, des on a eu questions dans quelques le chat. On a eu quelques questions sur le chat, effectivement. Alors, on a une question d'Augustin, Nicolas, qui te demande comment ce changement de vie a-t-il impacté tes relations avec tes proches? C'est une très très bonne question, Augustin, et c'est sûr que dans mon cas, c'est pas neutre. En fait, c'est pas neutre du tout. Moi, j'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un qui, du coup, a accepté ce changement de vie. En fait, on a déménagé tous les deux de Paris en Bretagne. Et c'est vrai que c'est le genre de décision qui peut pas se prendre, déjà qui est pas neutre. Il faut savoir le reconnaître pour son entourage. Et j'ai la chance que on s'aime beaucoup avec cette personne et que du coup j'ai pu Victor m'a donné m'a donné la possibilité de pouvoir poursuivre mon rêve et ça il n'y a pas plus beau comme cadeau quoi. Donc c'est sûr que c'est quelque chose à prendre en compte dans ce genre de décision. C'est juste pas neutre du tout quoi. C'est une décision qui se prend à deux dans mon cas. Alors au moins on n'était que deux, on n'était pas plus, ce qui facilite grandement la prise de décision parce qu'on n'a pas encore la chance d'avoir d'enfants. Mais c'est sûr que c'est une très bonne question à se poser. On a d'autres questions. Alors, il y a une question d'Anaïs qui demande comment on passe de consultant à skipper, donc notamment en solitaire. Tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais du coup... En faisant du conseil, on apprend plein de choses. La première chose la plus triviale, c'est le manque de sommeil. Ça m'a peut-être aidé dans les courses en solitaire de pouvoir fonctionner de pouvoir prendre une bonne capacité d'analyse, de synthèse en manque cruel de sommeil, puisque les soirées étaient aussi très très longues. À l'époque, mais par-dessus tout, ce qu'on apprend, c'est vraiment la gestion de projet. Et on parlait des différentes facettes du métier tout à l'heure. En fait, avant même la partie technique sur le bateau, il y a toute une partie et on l'a un peu touché du doigt, de recherche des financements, de structuration du projet et d'une phase très en amont. Et en fait, se lancer dans une carrière de navigateur, en fait, c'est surtout monter une entreprise et être entrepreneur. Et dans toute cette phase en fait plus business du projet, c'est sûr que la caisse à outils du consultant sert tous les jours. Parce que oui, je suis tout seul, donc il faut prioriser les sujets. Il faut aller au plus important, savoir faire vite, savoir quand faire vite et faire vite quand il faut aller vite, et savoir aller dans le détail quand au contraire il y a besoin, et savoir jongler entre les deux. Donc c'est sûr que c'est une caisse à outils qui me sert au quotidien, et en ce sens, les 5 ans que j'ai fait en conseil à Paris en fait me servent peut-être plus que si j'avais fait 5 ans de voile en fait à la place. Et voilà, c'est un métier où on vient tous d'univers très différents. Donc il y a des gens qui font du bateau depuis qu'ils sont tout petits, qui ont grandi sur les pontons, qui ont embarqué sur plein de bateaux, qui ont fait plein de navigations, qui ont une expérience incroyable très très jeune. C'est pas mon cas, mais j'arrive à me rattraper sur d'autres facettes du métier. Et comme c'est un métier où en fait la performance se joue à plein de choses différentes, en fait au global j'arrive à m'en sortir face à des gens qui sont meilleurs que moi en bateau finalement. Mais en fait je m'entraîne aussi beaucoup en mer pour pallier ce retard, et je me rattrape à terre avant et après les courses. Donc finalement j'arrive à m'en sortir, et c'est une des chances. C'est un métier où on a cette chance-là. On peut arriver tardivement dans le milieu et se faire un trou. Alors que c'est pas du tout vrai si j'aurais voulu être tennisman ou footballeur. En fait, c'est juste impensable, parce que c'est pas du tout les mêmes sports, quoi. D'accord. On a une nouvelle question de Céline qui te demande ce que tu préfères dans ton métier.
C'est une super question, Céline. Moi, j'aime. Bah, il y a des moments en mer dont on se souvient plus que les autres, et moi, les moments où je me retrouve au coucher de soleil, quand la mer elle est plate, qu'il y a juste ce qu'il faut comme vent pour avancer, que je sais que le bateau il va vite, il est au maximum de ce potentiel, que je suis pas en danger parce que les conditions sont maniables, que il y a des super lumières, que il y a un dauphin qui arrive. Enfin, c'est des moments et que j'ai un petit plat que je peux manger qui est chaud. C'est des moments un peu où il y a plus rien ne pourrait exister autour du bateau et on pourrait être seul au monde. Ce serait pareil. Et c'est vraiment ces petits moments-là dont on se souvient. En fait, on se souvient plus de ces moments-là que bah, des arrivées de course. On a fait un super résultat et on pourrait retenir que le moment où on passe la ligne d'arrivée parce que ça récompense tous les efforts qu'on a fait pour obtenir cette victoire ou ce super classement. En fait, ce qui reste des années après, c'est les courses que j'ai pu faire, les transatlantiques que j'ai pu faire. C'est vraiment ces moments de bonheur très simples où en fait on pense pas du tout à la course, on pense juste à comment on est heureux d'être là sur le bateau au milieu de l'océan, quoi. Donc, voilà. C'est un peu niais peut-être comme réponse, mais c'est la vraie réponse. Merci Nico. Il y a un invité derrière toi, est-ce que tu peux nous le présenter? Parce que nous on le connaît et tu nous l'as présenté. Mais est-ce que tu peux nous présenter celui qui est derrière toi? Il te quitte pas normalement. Il me quitte très rarement. C'est Jimmy. C'est mon lapin en peluche qui fait avec moi. Enfin, il est toujours à bord quand je pars en mer. Il fait psychologue, oreiller, parfois éponge, mais il aime pas trop. Du coup, j'ai jamais fait une course sans lui. Donc voilà, c'est Jimmy et j'espère qu'on ira encore très très loin ensemble et c'est un peu mon porte-bonheur sur toutes mes courses. Les lapins en peluche étant ma deuxième passion après le bateau depuis que je suis tout petit. C'est vrai. Tu les collectionnes? J'en ai un certain nombre. On a une nouvelle question qui est quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée en course? C'est les moments. Je me souviens ma première transatlantique la première mini transat en 2015. À un moment, en fait, j'ai cassé mon système de barre au milieu de l'océan. C'est-à-dire qu'on partait des Canaries et on allait aux Antilles et on a mis 14 jours et c'est arrivé le soir du 7e jour. Et en fait, mon système de barre, il a cassé. Je pouvais plus diriger mon bateau. Donc pour me dire les choses de manière très simple, j'étais à la dérive et je pouvais pas, j'avais pas de moyen technique de me rendre de l'autre côté de l'Atlantique. Et à ce moment-là, j'ai pris ma carte et j'ai fait un point GPS pour savoir où j'étais. Et j'étais à 1700 milles nautiques du départ, 1700 milles nautiques de l'arrivée aux Antilles. Et à un moment, j'ai regardé la distance pour aller aux Açores, qui était pas très loin, et c'était aussi à 1700 milles nautiques. Et donc, en fait, j'étais vraiment le plus loin qu'on pouvait être des côtes. Et j'arrivais pas à, enfin, ma première réaction, c'était que j'ai pas trouvé de solution pour réparer. Et en fait, je me suis retrouvé tout seul sur mon bateau à la dérive de nuit. Il y avait quand même du vent et des vagues. Et en fait, j'étais juste à la recherche d'une solution pour juste continuer et finir la course. Et donc, après un petit moment de solitude, j'ai réussi à trouver le moyen de réparer. J'ai mis quelques heures à réparer, à tout démonter, à réparer et tout remonter. Et j'ai réussi à repartir. Mais pendant ces quelques heures, c'est vrai que je me suis retrouvé vraiment seul, plus seul que seul, à ne pas vraiment savoir comment j'allais m'en sortir. Donc c'est un moment assez particulier, mais dont je me souviendrai longtemps, je pense. On a une dernière question de Fatou qui demande qu'est-ce qui te demande le plus quand tu es sur ton voilier? C'est une très bonne question parce que les marins, quand on est à terre, on pense qu'à une seule chose, c'est d'arriver le plus vite possible à terre pour finir la course.
et en finir avec les difficultés qu'on peut rencontrer en mer. Et ce qui manque le plus quand je suis en mer, moi je suis un grand dormeur, malheureusement. Et donc en fait à terre j'ai besoin de beaucoup de sommeil chaque nuit. Et en fait ce qui manque le plus en mer, notamment en solitaire, c'est vraiment la possibilité de m'endormir pendant 12 heures sans avoir le réveil qui sonne toutes les 20 minutes. C'est vraiment le sommeil. On finit par s'habituer, mais c'est vrai qu'à l'arrivée des courses, ce que je fais en premier, c'est vraiment que je vais m'évanouir dans un lit pour enfin pouvoir dormir sans le réveil qui sonne. Ok, ben un grand merci Nicolas. Du coup, notre échange arrive à sa fin. Je te laisse peut-être dire un dernier petit mot aux personnes qui participent à cette rencontre. J'ai beaucoup parlé. Je veux juste dire un grand merci à vous, Laetitia et Marie, d'avoir organisé ce, cette intervention. Et un grand merci aux gens qui nous écoutaient. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais merci en tout cas à ceux qui étaient là et qui on a pu partager une pause déjeuner. Grand merci à vous. Ouais, un grand merci à toi. Merci à toi. Vraiment, Nicolas, on était ravis de pouvoir te poser ces questions, d'avoir ton témoignage, ton parcours de vie, etc. C'était vraiment très enrichissant. Et on te souhaite une bonne route pour tes prochaines courses. Voilà, tu peux compter Merci. sur nous pour te suivre, etc. Et Marie et moi, C'est on sympa. voulait également remercier chacun d'entre vous qui nous avez suivis en direct et qui participaient au challenge Semaine de la Joie. Voilà, on vous souhaite une bonne continuation de challenge et on vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure pour la 3e rencontre joyeuse, qui sera la dernière rencontre joyeuse, avec Yann Bucaïlan-Rezac, qui est le cofondateur de Café Joyeux et un équipier joyeux. Voilà, donc bonne journée à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup. À jeudi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.